Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 23 juillet. Double annonce pour l'Automobile Club de Monaco qui vient de dévoiler les parcours de ses prochains rendez-vous, le Rallye Monte-Carlo et le e-Rallye. Nous aborderons cela avec Vanessa Dessy et le docteur Jacques Rossi, président de la Commission des énergies nouvelles et électriques de l'ACM. Puis nous nous intéresserons à ce nouvel outil pour cartographier avec précision les fonds marins, le projet Seabed 2030. Il est le vêtement de l'été par excellence, le maillot de bain. Alexandra Pagny vous fera découvrir les tendances de la saison 2022. Et enfin, après Paris, Lyon, Londres ou Madrid, le groupe Big Mama s'installe à Monaco. Il vient d'ouvrir Giacomo du côté du Larvotto, un restaurant aux saveurs italiennes. C'est désormais officiel, le Rallye Monte-Carlo fera la part belle aux Alpes de Haute-Provence en janvier 2023. L'Automobile Club de Monaco a dévoilé hier le parcours de la 91e édition. Il conserve le même format réduit que l'an dernier avec Monaco comme ville-étape. Bonsoir Vanessa Dessy, que pouvons-nous dire sur ce parcours ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Face à l'énorme succès rencontré lors de la précédente édition, le Rallye Monte-Carlo WRC prendra à nouveau ses quartiers d'hiver en principauté. Géographiquement plus compact mais toujours aussi sélectif, le parcours est tout de même modifié à 50% par rapport à celui de l'an dernier. Les épreuves chronométrées se dérouleront dans les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Le départ officiel sera donné le jeudi 19 janvier à partir de 18h30, place du Casino. Au programme de cette toute première étape nocturne du Turini, deux spéciales totalement inédites, la Bolène Visubi col de Turini et la Cabanette col de Castillon. Le lendemain, cap au nord du département des Alpes-Maritimes pour le deuxième jour de course avec une boucle de 3 épreuves spéciales à parcourir 2 fois. Direction les Alpes de Haute-Provence le samedi 21 janvier, totalisant près de 100 km chronométrés. En conclusion de l'épreuve dimanche 22 janvier, 4 chronos au programme, toujours sans assistance. L'inaugural La Bolène Visubi col de Turini lors du second passage fera office de Power Stage. Retour prévu à Monaco, 14h30, suivi de la traditionnelle remise de prix, place du Casino. Merci Vanessa pour toutes ces précisions. Et l'Automobile Club a dévoilé également cette semaine le parcours du e-Rallye. Ce rendez-vous est dédié aux véhicules 100% électriques et hydrogène et une occasion de démontrer tout le potentiel technologique et avant-gardiste de ces voitures. Pour en parler, nous sommes avec le président de la Commission des énergies nouvelles et électriques de l'ACM. Bonsoir Jacques Rossi. Bonsoir Émilie. Parlez-nous du tracé de cette 6e édition. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il fait la part belle à la Drôme et l'Ardèche. Ce 6e e-Rallye Monte-Carlo débutera le 26 octobre jusqu'au 30 octobre. Il va avoir comme ville de départ Valence. Ce qui va se passer cette année, c'est qu'il y a une nouveauté qui a été décidé par le comité d'organisation, c'est qu'il n'y aura plus de parc de recharge nocturne, mais on fera des montages de bornes électriques qui sont itinérantes. Alors le tracé, nous allons commencer donc le mercredi 26 octobre par la Drôme, faire Valence et ses environs. Ensuite, nous aurons le jeudi, nous irons dans l'Ardèche avec comme ville-étape Privas. Il paraît que la 4e étape aura une forte connotation WRC avec des épreuves tracées sur d'anciennes spéciales du Rallye Monte-Carlo. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Mais avant de ça, nous aurons le vendredi le retour sur Monaco. Et donc, à ce moment-là, nous partirons de Valence pour descendre sur Monaco, où nous aurons 3 épreuves spéciales en passant par 3 départements, la Drôme, le Vaucluse et le Var, avec comme point intéressant la montée du Mont Ventoux. Et la 4e étape, qui a lieu donc le samedi, sera une étape, disons, où on reprendra pratiquement toutes les épreuves du WRC qui ont eu lieu cette année. Mais surtout, ce que l'on aime et qu'on souhaite, c'est que nos concurrents
se recharge donc à Monaco avec le concours de Monaco One. Voilà, c'est la nouveauté de cette édition 2022 dont vous nous parliez tout à l'heure, la nouvelle philosophie concernant les points de charge en électricité. Qu'est-ce que cela va changer pour les concurrents? Ils vont devoir préparer leur parcours, essayer de trouver les bornes plus facilement et avoir des temps de recharge qui seront rallongés pour leur permettre justement de faire ces recharges. Oui, on a dépassé cette phase test, entre guillemets, si on peut le dire. On est vraiment dans la phase spectacle et vrai rallye, là. Et c'est un vrai rallye de leur régularité, avec des moyennes qui seront quand même suffisamment conséquentes. Et en plus de ça, nous allons normalement mesurer également la consommation de ces voitures. On a vu l'arrivée de l'hybride en WRC cette saison. Est-ce que finalement, l'e-rallye, ce n'est pas l'avenir du rallye et qu'à terme, ils prennent le dessus sur le rallye traditionnel qu'on connaît depuis des années, Jacques Rossi? Ah, ça on verra comment va évoluer éventuellement, disons, les moteurs thermiques. Est-ce qu'on va les abandonner? Si on les abandonne, je pense que l'électrique a une bonne position, mais surtout, c'est l'hydrogène que l'on pense implanter et surtout peut-être l'implanter un jour à Monaco. On rappelle en tout cas la 6e édition du e-rallye qui prendra donc son départ à Valence le 26 octobre prochain et puis une arrivée à Monaco aux alentours du 29 octobre, c'est ça? Avant la 4e étape. Le vendredi 28 octobre. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet officiel de l'Automobile Club. Merci infiniment Jacques Rossi d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie et bonne soirée. On reste dans le domaine de l'automobile et Charles Leclerc qui partira en pole position demain au Grand Prix de France. Le Monégasque a profité de l'aspiration de son coéquipier Carlos Sainz pour signer sa 7e pole de la saison. Il devance les pilotes Red Bull, Verstappen et Perez. La course sera à suivre demain à 15 h. En basket, la Roca Team continue de renforcer son effectif. Elle a officialisé aujourd'hui l'arrivée du Français Yohan Makondu. Formé à Cholet, ce jeune talent de 21 ans vient donc poursuivre son ascension à Monaco. Et toujours dans l'actualité sportive, nous le recevions il y a quelques jours sur notre antenne. Laurent Banide est devenu cette semaine ambassadeur de la section football de Special Olympics Monaco. Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco Football Féminin va partager toute son expérience avec les sportifs de l'association monégasque. Association qui, je vous le rappelle, permet aux athlètes déficients intellectuels de s'épanouir à travers le sport. Le prince Albert Ier était l'un des pionniers de la cartographie marine, mais les données sur les fonds marins restent encore trop méconnues. Le Yacht Club de Monaco et l'Organisation hydrographique internationale viennent donc de signer une lettre de coopération. Cet accord va permettre de travailler sur l'amélioration de la connaissance de la mer. À cette occasion, un nouvel outil, facile d'emploi, a été présenté hier. Les explications d'Alexandra Pani. Il tient dans la paume de la main et peut être facilement branché avec le GNSS et le sondeur du navire. Ce datalogger permet de collecter des données telles que la profondeur et la position sous la quille. Une véritable avancée pour la cartographie moderne. Utiliser des navires privés pour participer à l'amélioration de nos connaissances sur les océans, c'est ce que vient de réaliser le skipper Alfredo Giacone, parti à la mi-mai du port Canaveral aux États-Unis. Il vient de rejoindre la principauté et a remis son petit enregistreur à l'Organisation hydrographique internationale pour que soit retranscrit l'ensemble de ces données de navigation. È molto difficile avere delle carte nautiche attendibili. Per esempio, noi durante il Giro del Mondo in Oceano Pacifico tra le isole Tonga e le isole Figi, che sono 450 miglia, quindi non una grande navigazione, in queste 450 miglia ci hanno dato 500 waypoint di secche che non sono segnalate sulle carte. Poi io ci sono andato anche vicino a uno di questi waypoint e non c'era assolutamente niente. Erano diciamo delle fake, come si usa dire adesso, però questa mancanza di carte aggiornate fomenta anche delle leggende che poi in mare diventano ancora più
più leggende e leggendarie. Des informations essentielles pour aider à identifier des éléments répertoriés tels que les monts sous-marins et les canyons, ou vérifier des informations figurant sur les cartes et combler les données manquantes. Paradoxalement, on connaît aujourd'hui beaucoup mieux les planètes et la cartographie du ciel, si je peux m'exprimer comme ça, ou ce qui se passe sur Mars, ou que ce qui se passe à quelques kilomètres ici devant nous, au fond des océans. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre grâce à ces nouvelles données, à cette nouvelle perception, où on peut recueillir beaucoup plus d'informations et donc une analyse plus fine qui va certainement nous aider à appréhender le futur de manière différente. Un monde sous-marin très mal répertorié encore de nos jours. Seulement 6% de la lithosphère océanique était connue en 2017. Un constat qui a mené à la création du programme GEPCO et du projet Seabed 2030 de la Nippon Foundation. En 5 ans, ce chiffre est passé à 23,7%. L'objectif avec ce programme de bathymétrie crowdsourcée est d'atteindre une carte complète de tous les fonds marins d'ici 2030. Que nous entendons avec cette bathymétrie crowdsourcée, la possibilité pour toutes les typologies de navires, avec des instruments standards à bord, de contribuer à la cartographie mondiale. Un des plus grands défis qui nous attendent pour le futur, pour notre planète, c'est la cartographie des fonds marins. C'était la dernière grand défi pour notre planète. Ce partenariat noué entre l'OHI et le Yacht Club de Monaco va permettre à l'institution monégasque de sensibiliser ses membres et les inciter à participer à ce programme. En fournissant des données, tout un chacun peut aider d'autres marins et océanographes, contribuer à éviter les échouements ou les dommages environnementaux et faire des océans un endroit plus sûr pour tous. 32 degrés au meilleur moment de la journée aujourd'hui, le thermomètre continue d'afficher un mercure élevé. Si nous avons nos solutions pour nous prémunir de la chaleur, comment les animaux font pour supporter cet épisode caniculaire? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur du jardin animalier de Monaco. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent Peyronel. Bonsoir Émilie. Comment les pensionnaires du jardin animalier vivent cette canicule? Écoutez, ils le vivent plutôt pas mal, contrairement à nous, c'est un peu plus difficile pour nous. Mais sinon, ils vivent bien. On fait tout pour qu'ils le vivent bien de toute façon, donc voilà. Justement, quelles sont vos solutions pour qu'ils supportent ces fortes chaleurs? On a vu des parcs animaliers distribuer des glaces à l'eau. Exactement, ça on le fait pour nos singes. Tous les jours, ils ont des petits glaçons avec des petits verres, des fruits, des légumes à disposition. Ils ont tous les pensionnaires du parc ont accès à des bâtiments en permanence, où il fait évidemment plus frais qu'à l'extérieur. Donc en fait, ils vont et viennent à leur guise. Donc s'ils ont chaud, ils s'isolent et ils ont toujours le choix de se soustraire à une chaleur trop intense. Vous veillez aussi à leur bonne hydratation en leur aspergeant un petit peu d'eau par exemple? Absolument, toutes les après-midi, en général, les cages, elles sont mouillées et rafraîchies. On mouille aussi les animaux, les cochons qui adorent ça, être mouillés, les perroquets qui prennent leur douche régulièrement, l'hippopotame qui a son bassin, enfin tous les animaux qui ont des bassins, l'eau est changée régulièrement, elle est fraîche et ils peuvent s'hydrater et se rafraîchir à leur guise. Est-ce que vous avez réaménagé certains enclos ou déménagé des espèces pour qu'ils supportent mieux la chaleur? Non, pas du tout. On a juste déplacé, suite au décès de nos 2 vieilles femelles pécaries en début d'année, les tortues géantes africaines qui étaient dans un enclos qui devenait exigu par rapport à leur taille. Elles ont quand même presque une vingtaine d'années, elles font presque 100 kilos. Donc elles ont été remontées dans un enclos supérieur du parc où elles ont 4 fois plus de place et où elles profitent, elles, du soleil parce qu'elles en ont besoin. Est-ce que les animaux ont leur propre technique pour se prémunir de la chaleur? Déjà, ils ont des poils pour beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire. En fait, ça les aide à thermoréguler leur température, donc ils transpirent beaucoup moins que nous. Ils sont déjà tous plus ou moins plus habitués que nous à subir la chaleur. Et après, ils se mettent à l'ombre, tout simplement, quand il fait trop chaud. On s'aperçoit qu'au final, ils craignent pas plus que ça la chaleur. Contrairement aux humains qui, eux, en souffrent malheureusement. Un petit peu plus. Rappelez-nous, Laurent, combien d'espèces résident au jardin animalier qui fêtera d'ailleurs ses 70 ans bientôt? Oui, exactement. En 2024, on fêtera les 70 ans du parc. Actuellement, on a à peu près 70 espèces pour à peu près 400 animaux.
D'accord. Il y a eu des départs dernièrement, je pense aux ibis rouges, et puis des arrivées avec des nouveau-nés. Hein. Oui, alors les derniers, donc les 8 ibis rouges qui sont nés l'année dernière sont partis, donc 4 au Maroc, dans un grand parc et une volière qui fait presque 1 hectare, et 4 sont partis la semaine dernière dans le Béarn, au Zoo Exotic Park, qui les présente dans des conditions tout à fait exemplaires, dans une volière magnifique. Côté naissance, on a encore des ibis qui sont au nid, donc on ne sait pas exactement combien il y en a, mais on a 4 couples qui nichent. On a eu plusieurs espèces de canards qui ont reproduit. Et surtout, on a eu un petit flamand rose cette année, donc fait assez unique, parce qu'on a un groupe qui est très jeune, qui a entre 4 et 6 ans, et il n'y a que 12 individus. En général, pour avoir de la reproduction sur les flamands roses, il faut des grandes colonies. En fait, ces animaux qui sont très grégaires et qui ont besoin de se sentir en sécurité en grand groupe pour reproduire. Et on a eu la joie d'avoir un petit cette année, donc on est assez content et assez fiers. C'est ça la vocation du jardin animalier Laurent Peyronel. C'est un véritable lieu de vie pour les animaux. C'était le souhait du prince Régnier lorsqu'il a créé cet espace au pied du rocher. Absolument. C'est surtout à l'origine, on veut que nos pensionnaires, quels qu'ils soient, de la mygale à l'hippopotame, soient dans des conditions de confort le plus exemplaires possible. Alors certes, on n'a pas beaucoup de place dans la mesure où nous avons qu'un hectare. Donc on prend des espèces, on accueille des espèces de petite taille qu'on loge dans des grands volumes, donc hormis l'hippopotame qui est là depuis maintenant une quarantaine d'années et qui va finir sa vie ici parce que c'est compliqué de placer un hippopotame. Toutes les espèces sont placées dans des conditions de vie qu'on essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus optimum possible. Très bien. Merci beaucoup Laurent Peyronel d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ensemble comment les animaux supportent cette chaleur et puis longue vie au jardin animalier. Exactement. Je vous remercie Émilie, bonne soirée à tous. Et en ces fortes chaleurs, rien de tel que quelques brasses dans la Méditerranée. Depuis l'arrivée des beaux jours, nous avons ressorti nos maillots de bain des placards, bikini ou une pièce pour les femmes, slip de bain ou short pour les hommes. Les choix sont variés dans les magasins, mais au fil des années, le maillot de bain est devenu un véritable accessoire de mode. Quelle est la tendance de cet été? Alexandra Pagny et Olivier Bonello ont enquêté pour vous. Il fait plus de 30 degrés en ville, alors l'endroit où il faut être en ce moment, c'est au bord de l'eau sur sa serviette. Accessoire indispensable pour profiter des plaisirs de la mer, le maillot de bain s'accumule saison après saison dans les dressings au gré des tendances. Dans les boutiques du Larvoto, tous les styles sont disponibles. Il y a les triangles, il y a les bandeaux, il y a les culottes hautes, il y a les bikinis, enfin les... Voilà, il y a de tout en fait, et tout se vend. Il y a différents types de clientèle, il y en a qui veulent tout montrer et il y en a qui veulent un peu cacher. Cet été, pas question de se la jouer profil bas sur sa serviette de plage. Chez les femmes, le une pièce se veut coloré et bien décolleté dans le dos. Les bikinis, toujours très appréciés pour les aficionados du bronzage, graphiques et couleurs sont à l'ordre du jour. Quant aux petits nouveaux des pages mode des magazines, le triangle à lanière gagne du terrain sur la plage. Chez les hommes, le slip de bain est de plus en plus rare, les shorts sont les plus demandés et on fait attention aux matières choisies. Une collection très actuelle et qui a beaucoup plu, qui est tout à fait, dirais-je, pas classique, mais qui est en même temps de produits qui sont manufacturés au Portugal, collection française, de produits recyclés et recyclables. Donc ça, c'est une excellente chose. Et après, nous avons une autre collection italienne qui a de très belles couleurs, des fleurs, donc ça c'est l'Italie. Voilà. Et puis après, donc, bien entendu, du plus classique dans les rayures, du seersucker à petites rayures claires. Ça aussi, ça plaît beaucoup. Des rayures plus foncées, marines et blanches. Donc. Mais voilà, on a pour tous les goûts. Et chez les enfants, la tendance est à la protection. Des t-shirts anti-UV sont de plus en plus présents dans les rayons, mais ils se modernisent avec de sympathiques imprimés. Pour compléter votre look, on revisite le traditionnel sac de plage, panier en osier customisé ou matière estivale pour transporter sa serviette et sa crème solaire. Et restons du côté du Larvoto où un nouveau restaurant vient d'ouvrir ses portes. Il s'appelle Giacomo et est le dernier né du groupe Big Mama dont le cofondateur est le monégasque Tigran Sedou. Fidèle aux autres établissements basés à Paris, Lyon, Madrid ou encore Londres, Giacomo se présente comme une trattoria populaire, dépaysement garanti comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Vanessa Dessy et d'Olivier Bonello.
Big Mama débarque en principauté et c'est sur la plage du Larvotto que le célèbre groupe a installé son premier restaurant Giacomo. Avec une carte ensoleillée face à l'horizon, les plats de cuisine italienne mélangent de belles inspirations méditerranéennes. Tout est confectionné avec des produits de saison directement importés d'Italie ou de producteurs locaux. Nous, on change la carte 4-5 fois par année, par an. On va dire 6 fois par an, on va dire, mais 4 fois c'est par rapport aux saisons. Et puis on change de temps en temps des plats. Dans tous les restaurants Big Mama, c'est sûr que vous pouvez déguster la pâte à la truffe. En fait, c'est ce qui est particulier chez nous, c'est que nous, toutes les pâtes sont faites de maison. On a les burratelli, c'est des pâtes farcies à la stracciatelle, à la ricotta, ils sont faits à main, ils sont faits de maison. C'est vraiment incroyable, ça se sent tout de suite. Avec des petites tomates siciliennes. On a la pizza tartufo, on a la pizza burrata Neymar. En fait, c'est base tomate, stracciatelle, olive, pesto. La décoration a été spécialement créée pour le restaurant. Le groupe Big Mama travaille directement avec des artisans italiens qui proposent des pièces uniques. L'idée, c'est vraiment de faire voyager les gens à partir du moment qu'ils ont mis un pied dans le restaurant. C'est pour ça qu'on a pensé en déco un peu qui représente Capri des années 90, en termes de couleurs et tout ça, mais quand vous allez rentrer dedans, vous allez directement aller en Italie. Et même la vaisselle, quand vous allez vous asseoir, toute la vaisselle est faite de maison et faite à la main, et c'est que des artisans italiens. On a une directrice artistique qui est très fantasieuse, on va dire. Et du coup, pour les artisans, c'est incroyable de travailler avec nous aussi parce qu'elle a beaucoup d'idées. Voilà. Le restaurant Giacomo a ouvert ses portes officiellement ce samedi sur la plage du Larvotto. Et pour découvrir les plats proposés au Giacomo, il faudra s'y rendre. Ce clin d'œil insolite à présent, une bouteille de ketchup gonflable et assez imposante a élu domicile dans les jardins des Boulingrins. Il s'agit d'une œuvre de Paul McCarthy qui expose actuellement à la galerie Hauser & Wirth. L'artiste américain qui a pour habitude de bousculer l'art avait déjà fait sensation à Paris en 2014 en dévoilant une œuvre un peu plus ambiguë sur la place Vendôme. Jetons un dernier coup d'œil sur vos prévisions météo avec vous, Alexandra Pagny. Alexandra, quel temps fera-t-il demain dimanche ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Une journée qui sera encore majoritairement ensoleillée. Une légère brise soufflera au cours de la journée. Les températures atteindront encore les 30 degrés du côté des plages. L'eau est à 28 degrés. En ce 24 juillet, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Christine. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Allons rendre visite aux pensionnaires du jardin animalier pour refermer ce journal. Mention spéciale, vous allez le voir, pour le cliché du singe écureuil. Photo signée ce soir, Michael. Allez-y, passez une excellente soirée et à demain, 20 h, pour le best-of de la semaine.